Bonjour et bienvenue chez Ralformer dans cette vidéo où l'on découvrira cette fois-ci les vulnérabilités de type désérialisation non sécurisée. Pour ce, nous allons suivre le plan suivant. Nous commencerons par une petite définition de ce que c'est que la sérialisation et désérialisation avec une petite représentation graphique pour bien comprendre ce qu'il en est. Nous discuterons des vulnérabilités dans ce sens et nous passerons au niveau d'un lab où on exploitera ces différents éléments pratiquement. Mais tout d'abord, commençons par comprendre ce qu'est la sérialisation et la désérialisation, sachant que ce type de vulnérabilité, donc ce qu'on a appelé la désérialisation non sécurisée, représente une des vulnérabilités des plus peu connues, mais qui peut être extrêmement efficace et qui a des répercussions catastrophiques. Avant de pouvoir la comprendre, revenons aux bases. La sérialisation, c'est tout simplement un processus extrêmement simple qui permet de pouvoir convertir des structures de données complexes comme des objets au niveau programmation, ce qu'on va utiliser pour gérer une plateforme et ses composants, leur champ aussi, en un format qui va pouvoir être beaucoup plus plat. Quand on va dire un format plat, c'est-à-dire un format qui peut être envoyé et reçu sous format d'un flux de données. Ce flux de données, c'est ce qu'on appelle un flux séquentiel d'octets ou un flux d'octets. La raison pour laquelle la sérialisation est importante, c'est qu'elle permet de transporter ces données-là, donc de manière simple, rapide, mais également de permettre de pouvoir les stocker de manière très simple. Le traitement de ces derniers et leur transmission devient donc extrêmement facile. Dans l'autre sens, comme vous l'aurez compris, la désérialisation, c'est le processus de restauration de ce flux d'octets, donc qui a été sérialisé, en une réplique fonctionnelle de l'objet d'origine, dans l'état exact où il a été sérialisé. C'est-à-dire que ça va aller dans l'autre sens, que je vais aller récupérer mes données, je vais donc les désérialiser, c'est-à-dire que je vais les retransformer en objets d'origine ou relativement à leur structure d'origine avant qu'ils ne puissent être transmis au niveau du flux de données, qui est en fait le flux d'octets, en d'autres termes. À ce moment-là, la sérialisation va pouvoir nous présenter de nombreux avantages, aussi bien l'exploitation de ces données et la transmission de données complexes, l'écriture de ces données aussi complexes dans la mémoire interprocessus, dans des fichiers ou des bases de données, l'envoi aussi de ces données sur un réseau entre différents composants applicatifs ou sur des API. Donc c'est ce qui permet aujourd'hui de faire fonctionner la plupart des grosses plateformes web. La désérialisation non sécurisée se produit lorsque des données contrôlables par l'utilisateur sont désérialisées par un site web. Plus précisément, c'est une vulnérabilité qui permet à un utilisateur, donc un attaquant ou un hacker en d'autres termes, de manipuler des objets sérialisés en les modifiant et donc de transmettre des données nuisibles dans le code de l'application. On peut même aller jusqu'à remplacer quasiment des objets sérialisés par d'autres objets, ce qui peut soit toucher à l'intégrité des données, mais aussi nous permettre de pouvoir effectuer un bon nombre de manipulations, comme de l'élévation de privilèges, des exécutions de code à distance, du déni de service ou encore de l'injection d'informations falsifiées. Ce type de vulnérabilité est extrêmement dangereux car il permet de fournir un point d'entrée vers une surface d'attaque extrêmement sensible. Il permet à un attaquant de réutiliser le code applicatif existant de la manière dont il souhaite. C'est pour cela que le nombre de vulnérabilités résultantes de ces erreurs-là peut être considéré comme illimité. Allons découvrir certains exemples. Bien que la sérialisation et la désérialisation présentent de nombreux avantages, elles présentent également des inconvénients. Lorsque des données contrôlables par l'utilisateur sont désérialisées par un site web, cela permet potentiellement à un attaquant de manipuler des objets sérialisés afin de transmettre des données nuisibles dans le code applicatif. Donc, il existe plusieurs types de technologies dans ce sens et des frameworks qui permettent de le faire, mais aussi qui sont vulnérables à ce type de failles, comme du Python, PHP, Java, Node.js et ainsi de suite.
Dans cet exemple-là, nous nous dirigeons vers la tâche 25 et nous allons donc tout simplement exploiter une vulnérabilité présente dans ce sens. Donc du coup, là j'ai ma petite machine, comme vous pouvez le voir. Donc je reviens vers Insecure Deserialization pour démarrer cette dernière. Et à partir de là, ma petite machine va pouvoir démarrer dans quelques instants. Donc entre temps, je clique sur Start Attack Box pour démarrer la machine attaquante. Sinon après vous pouvez aussi passer par une machine locale, donc en passant par un VPN. Le chargement ne devrait pas prendre beaucoup de temps, en attendant quelques secondes avant de commencer. Je récupère donc l'adresse IP de ma victime. Donc ça c'est le 247.47. Voilà. Je me mets en mode plein écran et je me dirige vers cette dernière. Donc, le 10.10.247.47. Une fois effectué, je tombe sur cette petite plateforme web que vous pouvez voir ici. Ce challenge concerne la désérialisation non sécurisée de cookies. Sachant qu'au niveau de la désérialisation, cela peut toucher plusieurs contextes. Ça peut être des cookies, ça peut être à travers des échanges JSON au niveau API. Je reviens sur le document de l'OWASP pour plus de détails, où l'on retrouve aussi la présence de ce type de vulnérabilité dans des formes de paramètres, dans des API comme on a pu le voir, des bases de données, des caches de serveurs, des systèmes de fichiers. On peut aussi en retrouver sur certains protocoles d'échange, des services web ou encore des communications RPC ou IPC. Dans ce contexte-là bien précis, cela va concerner des cookies. Les cookies donnent à l'utilisateur plusieurs avantages mais aussi inconvénients. Les cookies peuvent donc être utilisés pour garder en cache ou en mémoire des informations d'identification de l'utilisateur, des paramètres, des autorisations et ainsi de suite. Rappelez-vous aussi que les cookies peuvent également être manipulés et cela peut amener un attaquant à acquérir des privilèges administrateurs si les cookies sont approuvés sans validation. Une fois qu'on arrive sur la plateforme concernée, donc je vais essayer de cliquer sur Login. Voilà, je dois créer un compte tout d'abord. Donc Join As. Je vais créer un petit compte. Voilà. Rapidement. Sign Up. Et là, je me retrouve au niveau de la plateforme en soi. Pour pouvoir avancer dans mon analyse, j'ai besoin de pouvoir utiliser mon petit Burp Suite avant de pouvoir continuer. Je vais donc lancer ce dernier. Donc voilà, à droite, Burp Suite Community Edition. D'ailleurs, je vous invite vraiment à prendre la version complète parce que ça va vous fournir beaucoup plus d'éléments intéressants que la version gratuite. Donc là, je clique sur Close, Temporary Project. Voilà, je lance Burp. On attend quelques petites secondes, parfait. Et là, je vais vers Proxy, Open Browser. Donc là, je désactive. Ah oui, donc en fait, je l'ai lancé en mode administrateur. Donc je vais le relancer. Ah oui, il ne va pas se lancer en mode route. Voilà, ensuite, je clique sur Temporary Project. Je l'utilise par défaut. Voilà, on attend quelques petites secondes. Parfait, je vais vers Proxy et je vérifie mes paramètres. Donc il est bel et bien sur l'écoute sur le port 8080. Donc là, je reviens sur mon navigateur. Et je vais passer. Donc voilà, il a détecté Burp. Donc là, il passe directement par Burp. Et donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est de pouvoir passer sur ce dernier. Donc là, HTTP History, Proxy, voilà, je lance l'interception. Je reviens sur mon Firefox. Voilà, parfait. Donc, il arrive à intercepter tous les différents éléments. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est de voir un petit peu ce qui circule au niveau de mes cookies. Donc, déjà, ce que je remarque, c'est qu'on retrouve différentes informations et paramètres au niveau de ces différents cookies. Donc, des paramètres, il y en a qui sont clairs, il y en a qui sont cachés, et il y en a aussi qui sont encodés.
Donc là, du coup, je peux remarquer sur mes cookies qu'il y a une valeur ou une variable user type, avec user comme valeur, donc type d'utilisateur, un identifiant de session, un nom d'utilisateur, un mot de passe et donc un timestamp relativement à l'inscription. Donc du coup, là je remarque qu'il y a quand même assez d'informations qui vont pouvoir être exposées et qui sont quand même assez dangereuses. Du coup, et à partir de là, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'abord de commencer par analyser donc le session ID. Nous remarquons déjà que le session ID ici donc va pouvoir représenter bizarrement donc un encodage base 64. Donc nous le voyons relativement au type de caractères qui sont utilisés et l'égal qui est exploité ici, donc ou le double égal. Donc du coup, ce que vous pouvez aussi faire ou derrière, c'est d'utiliser Cyberchef si vous n'avez pas forcément une idée de comment ça se passe, qui permet de pouvoir détecter automatiquement le type d'encodage. Mais généralement, c'est vraiment l'outil qui est le plus souvent utilisé. Par la suite, je peux utiliser un outil en ligne pour pouvoir faire le décodage. Donc là, si je décode ce dernier, je peux retrouver un bon nombre d'éléments, donc notamment le flag qui concerne donc tout simplement la présence donc de cet encodage. Donc là, on désencode donc le session ID ici, nous pouvons remarquer ce dernier. Nous remarquons aussi au niveau des cookies un user type qui est bien spécifique ici à un utilisateur, donc user. Donc là, on peut comprendre et déduire que le type d'utilisateur est défini grâce à ce paramètre-là. Donc ce que je peux essayer de faire, en d'autres termes, c'est de pouvoir changer ce dernier en une autre catégorie d'objet ou une autre catégorie d'utilisateur qui est administrateur. Et ensuite, cliquer sur Forward pour voir ce qui va se passer ensuite. Donc là, je continue. Je désactive l'interception, je reviens sur mon navigateur et bingo, je tombe sur le dashboard administrateur. Du coup là, je peux gérer des utilisateurs, je peux modifier des éléments sur le site et ainsi de suite. Et en plus, j'ai mon flag qui a été récupéré ici. Donc du coup, le flag du challenge. Et ceci représente un exemple extrêmement simple de la sérialisation des sérialisations d'objets. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha.